Bonjour à tous, je m'appelle Emma Cellier et on se retrouve aujourd'hui pour la conférence de médecine légale et de médecine du travail. Donc vous avez les items qui correspondent à la conférence qui sont numérotés juste ici et on va pouvoir avancer ensemble. Donc là, voilà le petit plan de la conférence, à savoir qu'on va commencer par la médecine légale, donc les droits individuels et collectifs du patient, les violences sexuelles, les certificats médicaux, décès et législation, connaître les principaux risques professionnels pour la maternité liés au travail de la mère, environnement professionnel et santé au travail, organisation de la médecine du travail, prévention des risques professionnels, accidents du travail et maladies professionnelles, définition et enjeux. Donc vraiment une première partie médecine légale et une deuxième partie médecine du travail. Si vous avez des questions, il y aura mon mail à la fin de la conférence. Donc voilà, on est parti ensemble pour 2h30. Alors, moi j'aime bien fonctionner comme ça. En fait, je vous pose des questions un peu ouvertes et je vous laisse mettre vos idées par écrit ou alors en discuter avec vos amis si vous assistez aux conférences ensemble. Et en fait, pour moi, le but, c'est vraiment de réfléchir par soi-même et d'être capable de ressortir les bons mots sans voir les réponses sous les yeux comme on a lors des QCM. Donc, première question, selon vous, qu'est-ce que les directives anticipées? Donc, je vous laisse mettre tout ce que vous savez sur les directives anticipées par écrit dans votre tête ou avec vos amis, et on en discute juste après. Alors, donc les directives anticipées, la définition, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une déclaration écrite qui permet à toute personne majeure, si elle le souhaite, de préciser ses souhaits concernant sa fin de vie. Ces directives anticipées pourront aider les médecins à prendre des décisions sur les soins à donner si la personne ne peut plus exprimer sa volonté. Donc, je vous ai mis quelques exemples, comme limiter ou arrêter les traitements en cours, être transféré ou pas en réanimation, être mis sous respiration artificielle, subir une intervention chirurgicale et être soulagé de ses souffrances, même si cela a pour effet de mener au décès. Elles ont été instaurées par la loi Leonetti en 2005 et elles ont été renforcées par la loi Claeys-Leonetti en 2016. Donc voilà. Alors, question suivante, c'est une question isolée. Concernant les directives anticipées, quelles propositions sont exactes? A. Elles ont été instaurées par la loi Leonetti en 2005. B. Il faut être majeur pour rédiger des directives anticipées. C. Elles ont une durée de validité de 5 ans après la date de rédaction. D. Les directives anticipées ont uniquement un caractère consultatif pour le médecin. E. Il n'existe aucune situation où le médecin peut s'affranchir des directives anticipées. Pareil, je vous laisse quelques instants pour y réfléchir. Alors ici, les réponses justes étaient la A et la B. Donc la A, je viens de vous le dire juste avant, donc c'est la loi Leonetti en 2005 qui les a instaurées. La B, effectivement, il faut être majeur pour rédiger des directives anticipées. La C, donc à bien retenir, hein, les directives anticipées n'ont pas de limite de validité, n'ont pas de durée de validité. À savoir qu'une fois qu'on les a rédigées, donc elles ont une durée illimitée. Toutefois, si on souhaite les modifier, c'est possible. Et si on en rédige de nouvelles, c'est les plus récentes qui font office de directives anticipées officielles. Ensuite, est-ce qu'elles ont uniquement un caractère consultatif pour le médecin? Non, puisque en fait depuis 2016 la loi a été modifiée et maintenant on parle vraiment de caractère impératif. Donc ça veut dire qu'elle s'impose au médecin, d'accord? C'est pas uniquement le médecin qui va voir, oh bon, il aurait aimé ça, pourquoi pas, mais moi j'ai envie de faire ça. Non, c'est ah, le monsieur aurait aimé ça, bon ben je fais ça. Ensuite, il n'existe aucune situation où le médecin peut s'affranchir des directives anticipées. Faux, il y a deux exceptions. Donc moi je vous demande si vous savez les deux exceptions. Donc, quelles sont les deux exceptions dans lesquelles le praticien peut s'affranchir des directives anticipées? Pareil, je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir.
Alors, donc, les deux exceptions, qu'est-ce que c'est? Donc, tout d'abord, c'est l'urgence vitale, d'accord? Si le patient fait un arrêt cardiaque, on ne va pas attendre avant de débuter la réanimation, d'aller voir si, oui ou non, il y avait une rédaction de directives anticipées sur lesquelles il précisait ou non s'il souhaitait être réanimé. Donc, pendant ce laps de temps, là, non, on peut être amené à faire des gestes médicaux sans avoir consulté en amont les directives anticipées. Également, si les directives anticipées apparaissent inappropriées ou non conformes à la situation, là encore, on peut passer outre les directives anticipées. C'est les deux seules exceptions à retenir concernant ces directives. Alors, je vous ai fait une petite diapositive récapitulative sur tout ce qu'il faut savoir pour moi sur les directives anticipées. Donc pareil, vous pouvez faire un petit screen et cette diapo, en fait, la garder dans votre moment de révision au dernier moment. Donc c'est la loi Leonetti en 2005 et elles ont été renforcées par la loi Claeys-Leonetti en 2016. C'est une déclaration écrite qui permet à toute personne majeure, si elle le souhaite, de préciser ses souhaits concernant sa fin de vie. Donc en fait, elles servent à aider les médecins à prendre leurs décisions sur les soins à donner si la personne ne peut plus exprimer ses volontés. Donc, je vous ai donné des exemples tout à l'heure, dans le cadre de limiter ou d'arrêter des traitements, d'être transféré en réanimation, etc. Pour rédiger des directives anticipées, il faut être majeur. À savoir que la personne majeure sous tutelle peut également en rédiger. Toutefois, il faut qu'elle ait l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il existe. Les directives anticipées sont rédigées sous la forme d'un document écrit. D'accord? Il est manuscrit, il est daté et il est signé, et ça peut être sur un papier libre. Il y a certains modèles qui existent au sein de certains établissements qu'on peut remplir, qui est déjà un peu préécrit, disons. Si jamais la personne elle est incapable d'écrire, on peut faire appel à deux personnes, donc deux témoins, dont sa personne de confiance. Il faut qu'elle soit quand même facilement accessible, hein, donc c'est bien de prévenir le médecin traitant, les proches, et que tout le monde sache où elles sont. On peut les conserver dans le dossier médical ou dans le dossier du médecin traitant. Et aussi, elles peuvent être confiées à la personne de confiance ou à un proche. Elles ont une durée de validité illimitée. Et comme je vous l'ai dit, elles restent valables tant que l'auteur n'en a pas décidé autrement. Elles peuvent être à tout moment modifiées ou annulées. Voilà, c'est très important. Dans chaque situation où le médecin peut, donc c'est-à-dire sauf les deux exceptions, le médecin doit rechercher l'existence de ces directives anticipées. Et on a dit que c'était maintenant un caractère impératif. Les deux exceptions, on les a vues ensemble. C'est l'urgence vitale pendant laquelle le médecin n'a pas le temps d'aller vérifier dans le dossier les directives anticipées. Et c'est également lorsque les directives anticipées apparaissent inappropriées ou non conformes à la situation médicale. Donc là, pour moi, vous avez toutes les clés en main pour répondre facilement aux questions sur les directives anticipées. Alors, donc ça, c'est une annale des EDN, voire ECN. On nous demande, selon la loi concernant la personne de confiance, quelles sont les propositions exactes. A. Sa désignation est obligatoire. B. Elle doit être obligatoirement désignée par écrit. C. Elle a un pouvoir décisionnel. D. Elle peut être l'infirmière libérale ou le médecin traitant du patient. E. Elle est consultée lorsque le patient n'est plus en mesure d'exprimer sa volonté. Je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir. Alors, les réponses justes ici étaient la B, la D et la E. La désignation n'est pas obligatoire, elle est fortement recommandée, d'accord? On va la proposer à tout patient qui vient se faire hospitaliser, on va lui proposer, d'accord? Mais en aucun cas, il est obligatoire d'avoir une personne de confiance. Alors, effectivement, c'est obligatoirement désigné par écrit, d'accord? Et maintenant, en fait, c'est un formulaire qui est co-signé avec la personne de confiance. Donc, il y a le patient et la personne qui signe. Elle a un pouvoir décisionnel. Alors non, c'est un pouvoir uniquement consultatif, d'accord? Donc c'est lorsque le patient n'est plus en mesure d'exprimer sa volonté, et s'il n'a pas rédigé de directive anticipée, alors oui, on va aller consulter la personne de confiance pour savoir si elle sait ce que le patient aurait aimé. Par rapport aux proches, c'est la personne de confiance qui prime. D'accord? Donc s'il y a un patient
S'il y a sa femme, mais que la personne de confiance est le fils, on va d'abord parler au fils avant de parler à sa femme. Elle peut être l'infirmière libérale ou le médecin traitant du patient, ça c'est vrai. Il n'y a pas forcément de lien de parenté obligatoire entre la personne de confiance et le patient. Et elle est consultée lorsque le patient n'est plus en mesure d'exprimer sa volonté. Donc oui, comme je vous l'ai dit, en premier, on va chercher les directives anticipées. En second, la personne de confiance. Et en troisième, les proches du patient. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est important, d'accord, de bien dire à vos patients de rédiger des directives anticipées et de désigner une personne de confiance. Comme ça, tout se fera selon leur volonté et selon ce qu'ils auraient aimé. Alors, donc là, c'est une diapositive récapitulative sur le dossier médical. Pour moi, ça peut faire difficilement l'objet d'un DP entier, mais une petite question isolée, des petits items par-ci par-là, pourquoi pas. Donc le dossier médical, qu'est-ce que c'est? Donc ça contient en fait toutes les informations essentielles sur la santé du patient. C'est un outil indispensable, à la fois pourquoi? Parce que ça sert à la continuité et à la qualité des soins. Ça sert également au partage d'informations entre les différents acteurs de soins. Également au droit d'accès aux informations de santé par le patient et à la traçabilité d'informations qui peuvent constituer une preuve si jamais il y a des recherches de responsabilité avec des enquêtes. Tout le monde, donc que ce soit les établissements publics et les établissements privés, ils ont tous l'obligation de créer un dossier. Il peut être papier ou informatisé. En tout cas, il faut qu'ils le gèrent, qu'ils le conservent et qu'ils y donnent accès au patient à sa demande. Qu'est-ce qu'on a dans un dossier médical? Donc il y a 3 types d'informations. La première, donc c'est les informations formalisées qui sont recueillies en fait au moment des consultations externes, soit aussi à l'accueil des urgences et également quand il y a des hospitalisations. Donc ça peut être en fait des résultats d'examen, des comptes rendus de consultation, des comptes rendus opératoires, voilà. Ensuite, on a en second les informations formalisées qui sont établies à la fin d'un séjour, donc une lettre de liaison, des prescriptions de sortie, des modalités de sortie, etc. Et on a aussi les informations recueillies auprès des tiers, qui elles n'interviennent pas en fait dans la prise en charge thérapeutique à proprement parler, mais qui peuvent apporter en fait une aide supplémentaire à la compréhension du patient pour le médecin. Ces informations qui sont données par les tiers, en fait, elles doivent être mises à part dans le dossier puisque elles ne sont pas communicables aux patients, d'accord? Donc, pour ce faire, il y a 2 types d'informations qui sont non communicables aux patients. C'est les informations recueillies auprès des tiers, mais également les notes personnelles du professionnel de santé. En effet, il peut rédiger des éléments non formalisés qui sont considérées comme personnelles et indépendantes du dossier médical et qui donc ne sont pas communicables aux patients et aux tiers, d'accord? Donc ça, c'est les 2 types d'informations non communicables. Il y a quelques obligations quant à la tenue d'un